Nous restons en Côte d'Ivoire pour poursuivre cette émission après le retour de la pause. L'opposition ivoirienne a-t-elle tout perdu? En tout cas pour le moment, celui qui est du côté de l'Occident, Guillaume Soro, qui avait annoncé qu'il allait empêcher par tous les moyens la tenue de la présidentielle, semble avoir échoué dans son pari. Au niveau d'Abidjan, Henri Konan Bédié et Pascal Affi-N'Guessan, qui avaient constitué un front contre Ouattara, semblent également avoir perdu leur pari, puisque, et nous l'évoquions avant la pause, le président ivoirien a prêté serment pour son 3e mandat à la tête de l'État ivoirien. Dimas Dikodo, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'opposition ivoirienne est complètement désabusée? Mais bien sûr, elle est complètement désabusée. Au fait, c'est une opposition qui servait quand même de l'illusion aux Ivoiriens. Elle voulait mener une bataille, un combat qui est perdu d'avance, dont ils n'ont pas les moyens. Et donc, ça ne peut que donner ces résultats. Et je l'avais dit et martelé ici que ça va se passer, il n'y aura rien. Ouattara va passer. C'est pas parce que je suis pour Ouattara, je dénonce sa manière de s'imposer contre la volonté des Ivoiriens. Mais je me dis, la façon dont les choses se passent, il faut être lucide pour reconnaître que le mal va en s'implantant toujours en Côte d'Ivoire. Et donc, Guillaume Soro, Guillaume Kibafori Soro, qui s'est inspiré de notre Adjamagbo national pour dire qu'il va tout faire pour empêcher l'élection présidentielle et qu'il n'y aura pas l'élection là. Mais tu ne peux pas empêcher une élection dans tout un pays. Ce n'est pas possible. Et donc, cela relève de l'utopie, cela relève de l'illusion. Quand tu veux servir ça aux gens, ben, écoutez, vous ne pouvez que, tu ne peux qu'avoir la honte à la fin. Et donc, c'est là où ils ont embrassé leur bataille, là où ils l'ont voulu mener, leur bataille, la mener, c'est là où ils ont tout perdu. Ils auraient pu procéder autrement. Quand l'autre dit qu'il va créer un conseil national de transition, non? Oui. Pour pouvoir, voilà, ben, ça ne marchera pas parce que... Il a annoncé la dissolution quand même. Oui, il a annoncé la dissolution parce que ça ne peut pas marcher. Ça, ce serait considéré comme une rébellion et ils vont tout faire pour la mater. C'est comme ça. Et donc, c'est la façon dont l'opposition procède. Je ne dis pas qu'il pouvait avoir d'autres manières. Hein. Je n'ai pas la solution miracle. Je n'ai pas la science infuse. Mais ce que je sais, c'est que la façon dont ils mènent les combats politiques fait que ils échouent d'avance. Ils échouent avant d'annoncer. Quand nous prenons par exemple le cas du Togo où Adjamagbo disait que même jusqu'à 1 minute avant les élections, ils vont tout faire pour que ces élections n'aient pas lieu. Mais finalement, est-ce qu'elle a eu lieu ou pas? C'est vrai quand même que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire est tout sauf une élection. Pour autant, les institutions qui travaillent en ce sens ont proclamé Alassane vainqueur et malheureusement, il s'impose contre la volonté des Ivoiriens. Pasteur Rido, est-ce que l'opposition ivoirienne n'a pas été un peu dupe en pensant pouvoir être capable d'empêcher quelques candidatures d'Alassane Ouattara dans la mesure où il annonce qu'il se représente, ses mentors que sont la France ne disent rien, l'opposition aurait dû comprendre que les cartes étaient déjà tirées? Moi, je voudrais plutôt répondre à la question, comme titre de l'émission, l'opposition a-t-elle tout perdu? Pour moi, aucune lutte politique n'est totalement perdue. Mais pour le moment, elle a perdu la bataille. Elle a perdu la bataille parce que dans un régime dictatorial, enfin, ce que Alassane Ouattara nous a servi, c'est de la dictature. Dans un régime dictatorial, qu'il y ait élection ou pas, on va proclamer les résultats. Il a dit, il y a tout ce qui s'est passé, encore, tout sauf élection. On sait que les bureaux de vote ont été déplacés dans les camps. Et dans divers endroits où on peut savoir un peu de sécurité, où on a mis des bulletins dedans pour présenter à la CENI et présenter à la CEI. C'est ce qu'il a dit, tout sauf élection en Côte d'Ivoire. Et donc, il ne pouvait
pas empêcher. Il pouvait empêcher, mais il ne pouvait pas empêcher la publication des résultats. C'est-à-dire, l'organisation sur le terrain, matériel du terrain, pouvait être un problème, pouvait être des difficultés pour le pouvoir, mais la proclamation des résultats est très facile. Ça, c'est ça, puisqu'il était le seul candidat d'ailleurs. Oh, il fallait empêcher ça pour qu'il n'y ait pas d'élection. Non, il fallait empêcher ça pour qu'il n'y ait pas d'élection. Donc, il n'avait pas ce pouvoir. Il n'avait pas cette moyen, la politique de leurs moyens, en empêchant la publication des résultats. Ils ont réussi. Tous nous savons qu'en Côte d'Ivoire, les bureaux de vote qui ont été ouverts, on sait comment ça s'est passé. Parce que nous sommes quand même en contact avec nos collègues des droits de l'homme de la Côte d'Ivoire. Maintenant, ils n'ont pas pu empêcher la publication et ils n'ont pas ce pouvoir parce que là ça va être quand même des gros moyens qu'il faut pouvoir déployer pour pouvoir empêcher la CEI, la CENI, c'est ça, et la cour et le Conseil constitutionnel. C'était pas possible. Bon donc là, il y avait quand même Guillaume Soro quelque part qui disait qu'il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Non, c'est ce que nous sommes en train de dire. Il n'y a pas eu d'élection. Il n'y a pas eu d'élection. Il n'y a pas eu d'élection. Il y a eu de vote. Il y a eu de vote quelque part. Il y a eu de vote, mais il n'y a pas eu d'élection. Il n'y a pas eu d'élection. Il n'y a pas eu d'élection, mais il y a eu de vote. Parce que l'élection, c'est tout un processus. Recensement, distribution des cartes d'électeurs jusqu'au jour d'élection. Il n'y a pas eu tout ça. Tout le monde sait qu'il n'y a pas eu, il y a eu ça. Il n'y a pas eu ça. Maintenant, le jour J, bon, on a pris certains pour dans les camps, dans les garnisons, et puis on a présenté ça des urnes comme étant de ce qui a été fait. Et donc maintenant, la situation, alors qu'est-ce qui va se passer en Côte d'Ivoire? Personne ne saurait le dire, mais je crois que Guillaume Soro aurait servi finalement de l'illusion, s'il faut le dire, parce qu'il n'est pas allé au bout de ça, lui. Et surtout que sa base arrière qui est la France, ben, il faut être un peu, je ne le dirais pas, ce n'est pas insensé, je ne peux pas le dire, mais pour dire qu'on va être sur un arbre et le scier, il est en France. Il ne peut pas mener une lutte contre un préfet français en Afrique. Ce n'est pas possible, on ne peut pas le faire. C'est un sous-préfet. Bon, un chef d'État français. Je n'ai pas entendu ça. Bon, donc c'était pas possible. C'était pas possible qu'il réussisse. Et on l'a sommé de quitter la France. Il a été sommé de quitter la France. Parce que il était en train de... Il est parti sans adresse. Il est en train de perturber l'intérêt français en Côte d'Ivoire. Et ça ne pourrait pas être possible. Alors que les gens comptaient sur lui. Tout le monde comptait sur lui parce que lui, en peau de chef de rébellion... Il parlait trop. Et tout ça là... Il parlait trop. Il disait tout. Il disait tout sur la place publique. Et aujourd'hui, voilà ce qu'est Bédié. Le poids de son âge aussi. Ces derniers temps, je crois qu'avec ces événements, il est un peu traumatisé par ces événements. Et ça lui ajoute encore 5 ans de plus déjà, avec tout ce qu'il a eu en 2 mois. Parce que oui, il a été encadré, sa maison a été quadrillée, tout ça là. Donc, il était presque à résidence surveillée. Il ne pouvait pas tenir. Et l'autre, Afingessa, Pascal, qui est toujours. Et je crois que son cas, il doit y avoir... Alassane Ouattara n'a pas... jusque-là ne digère pas le fait que Afingessa, que nous présentions comme étant quelqu'un de... un candidat, finalement, qui s'est radicalisé. Et je crois que ça énerve, ça fait mal à Alassane Ouattara. C'est pourquoi il a gardé. Peut-être qu'il y avait un deal, mais le monsieur n'a pas finalement respecté le deal qu'il y a eu et s'est radicalisé. Et après même le front de l'opposition en tant que porte-parole. Donc voilà un peu la situation. Aujourd'hui, c'est perdu. Pour le moment, c'est perdu pour l'opposition parce que Alassane Ouattara a prêté serment. On aurait aimé peut-être que dans leur politique contre le 3e mandat, on aurait pu empêcher. Aurait pu que l'opposition devait empêcher le lancement, il n'a pas pu le faire. Est-ce qu'il faut attendre de cette opposition ivoirienne, j'allais dire, une certaine réorganisation pour se relancer? Bien sûr. Oui, bien sûr. Il le faut. Pour le moment, elle est sonnée. Elle est sonnée, elle est groggy. Le glas est... elle est groggy. Il faut qu'elle reprenne ses souffles pour se réorganiser, se restructurer. Voilà, réorganiser la bataille et voir ce qu'il faut faire. En face. Pour le moment, elle se cherche. Elle est complètement perdue. Je pense qu'il faut un souffle nouveau. Oui, mais qui pour reprendre le flambeau? Parce que Gbagbo peut le faire valablement. Si il a plus un discours de réconciliation maintenant. Oui, mais il a intérêt. Non, c'est que le problème, c'est qu'il cherche à avoir son passeport, donc il pouvait... Il a intérêt. Non, il a intérêt à le faire. Pour revenir. Il a intérêt à le faire. Parce qu'il était encore à l'extérieur. Il était tout sauf un bélier.
belliqueux. Oui, bien sûr, ça, il faut le faire. Il n'a jamais dit des... voilà. Il a toujours mesuré ses propos. Voilà, Et ça, vraiment. il est nationaliste, ouais. il tient à la Côte d'Ivoire jusqu'au bout, mais il n'est pas belliqueux. Ouais. Il peut facilement réconcilier les Ivoiriens. Et vous savez, les radicaux disent que c'est eux qui détiennent, qui incarnent les vertus, mais en réalité, c'est les modérés, les pacifistes qui détiennent toujours le pouvoir. Attention. Les modérés, Les modérés nous ont c'est toujours prouvé que ils sont juste au milieu et ils balancent plutôt le plus. pouvoir est toujours Ils balancent souvent du côté les du modérés tyran. ne vont pas de côté. Les radicaux, c'est eux qui sont les extrémistes. C'est eux qui sont aux extrêmes. Ah mais j'ai peur des modérés. Je suis au Togo, j'ai peur des modérés. J'ai peur des modérés. Moi, j'ai peur des modérés. Non. La réalité. Non, moi, je ne suis pas. C'est que je ne suis pas extrémiste, hein, mais quand on dit des modérés, des fois, c'est finalement ça dépend de ce que vous voulez donner à ça. Mais il ne faut pas être très radical. Si on est extrémiste, on tombe dans les ravins. On tombe dans les extrêmes. Ça ne marche jamais. Et aucune puissance, aucune communauté internationale ne peut soutenir un radical, un extrémiste à prendre le pouvoir au risque de faire effondrer ce non, moi je parle seulement guerre civile. Des jeux malsains, des modérés, c'est tout. C'est tout. Si quelqu'un est flottant, il est flottant. Il n'a pas besoin de dire qu'il est modéré ou pas. Ah bon, voilà. Voilà. Parlons de ceux qui... Non, c'est vrai. Dans la vie, il faut être modéré. Je suis parfaitement d'accord. Il faut être modéré dans ses prises de position, dans ses actions. Pour pouvoir concilier les gens. Je suis parfaitement d'accord. Il peut le faire flanqué de son côté de son jeune Charles Blé-Goudé. Vous savez, les martyrs ont toujours la côte au sein de l'opinion. Ouais. Et donc, auréolé de cela, leur retour peut galvaniser encore l'opinion autour de fédérer encore les Ivoiriens pour remobiliser les gens. Malheureusement, c'est comme ça la politique. La politique aussi, on ne naît pas d'une dernière pluie comme ça pour venir s'imposer. Il faut toujours faire ses preuves sur le terrain. Et donc, c'est ceux qui sont déjà sur le terrain, c'est eux qui peuvent mener la bataille à condition qu'ils fédèrent les autres autour d'eux, qu'ils essaient de regrouper tous les bouts perdus de façon à avoir une force sérieuse devant Ouattara. L'opposition a quelque peu, pour le moment, perdu, mais Alassane Ouattara aussi n'est pas tranquille. Ne va pas être tranquille. Bon, je pense que même lors de son discours, il a tendu la main. Ne va pas être tranquille. Ouvrir un cadre de... Oui, mais ne va pas être tranquille. Il va faire quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Non, je dis, il ne va pas être tranquille. Non, je ne sera tranquille. Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi les politiciens ne sont pas... Ils ne sont jamais tranquilles. S'il ne peut pas être tranquille, il revient à l'opposition ivoirienne de réorganiser. Non, c'est ce que je dis. Voilà, oui, mais pour le moment... Non, pour le moment, bon, il a droit à être tranquille. C'est du maïs. Devant lui, c'est du maïs. Bon. Du maïs. Ils ont tout fait pour mater tout devant lui. Bon. Ils ont tout fait pour tout raser. Ils ont tout fait pour... la seule voix qui portait, qui est celle de Guillaume Soro, ils ont tout fait pour faire éteindre cette voix-là. Et donc, on a mis la force brutale devant lui, on l'a écarté du pays. Vous savez, à l'extérieur, qu'est-ce que tu peux réorganiser? Tu ne peux rien réorganiser. La preuve, c'est que, si nous prenons par exemple le cas du Togo, Agboué était ici, il faisait sans boucan, mais il a quitté le pays, il s'est tué. Il ne peut plus rien. Quand tu quittes le pays, tu es désarçonné, tu n'as plus de racines. Vous savez, un arbre plutôt, qui a ses racines enfoncées, peut faire arrêter même un titan qui transporte même des tronçons d'arbres. Hein? Mais, parce que quoi? Simplement parce qu'il a ses racines et la racine pivotante le maintient. Non, mais si tu es déraciné, mais quand même, tout vent peut t'emporter. C'est vrai quand même que aujourd'hui, Alassane Ouattara a pris le poil de la bête et peut dire que bon, le pari est gagné.
Parce qu'en face de lui, toute contestation est décapitée. Hein. En même temps, la contestation est un peu la situation. On a comme l'impression que ça ressemble au Togo. Vous avez les populations qui ne répondent plus trop aux appels. Aux appels, bon, on peut dire au niveau de la Côte d'Ivoire, pendant toutes ces périodes-là, il y avait quand même eu oui, ce n'était pas aussi convergé, ce n'était pas convergent, les actions n'étaient pas convergentes, ce qui a donné la facilité quand même aux forces de sécurité de pouvoir, de manière isolée, hein, de manière épaisse, maîtriser la contestation, parce que quand c'est une foule immense, c'est difficile, à moins qu'ils acceptent de faire le massacre. Bon, ce qui ne va pas être quand même... Quand on fait un massacre, c'est un massacre. Je ne suis pas en train de voir quand même que la France, quand on dit massacre, qu'on le veuille ou pas, il sait que c'est massacre. Et là, par rapport au droit international. Bon, donc, mais ce n'était pas le cas. Et ça, c'est ce qui a fait que, on pourrait dire que, au niveau des populations de la Côte d'Ivoire, il y a eu quand même un essoufflement. Parce qu'ils attendaient quand même un soutien de Guillaume Soro pour pouvoir avancer. Mais on n'a pas, ils l'ont pas eu. Et finalement, à l'intérieur, l'organisation, les leaders n'ont pas tellement tenu. Il a fallu qu'Afin Guessa soit arrêté et que la maison de Bédié soit encerclée et que c'est fini. Il n'y a plus d'espoir. C'est comme ça. C'est comme les Ghanéens qui voulaient contester l'élection de Nana Akufo-Addo avec quelques petits... Ils se sont dispersés et ont disparu complètement. Bon, excusez-moi, hein, ces peuples ont passé tout leur temps à se moquer des Togolais. À dire que les Togolais sont ceci, sont des poltrons, eux chez eux, c'est le droit, c'est la démocratie. Et la Côte d'Ivoire et le Ghana, ils ont toujours tenu ce discours. Même le Bénin à côté ici. Bon, il faut quelqu'un pour les redresser. Le cas du Ghana. Et ils verront que la réalité politique de chaque pays, c'est ça sa réalité. Et donc, quand la situation se pose devant vous, c'est là où vous saurez qu'il y a démocratie ou pas. Et tout ça, là, c'est le mal de l'Afrique. Hein, c'est le mal de l'Afrique. Hein, ça, c'est le...